Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bienvenue sur The Gray Zone. Je suis Max Blumenthal. Plus tôt dans la journée, j'ai parlé avec l'ancien béret vert américain et mercenaire Jordan Goudreau, qui a dirigé l'échec de l'opération Gideon, un complot visant à envahir le Venezuela par la mer en 2020 et à renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Ce fut une opération tristement célèbre, moquée sous le nom de baie des cochonnets. Si vous avez suivi notre couverture sur The Gray Zone au cours des dernières années, en particulier nos reportages sur le Venezuela, vous connaissez déjà les détails. Jordan Goudreau est souvent tourné en ridicule dans les médias américains, mais comme je l'ai récemment découvert, l'histoire est bien plus complexe. Goudreau fait actuellement face à des accusations fédérales de trafic d'armes pour avoir transféré des armes à travers la frontière colombienne. Et il a maintenant décidé de venir me raconter, ici à The Gray Zone, sa version des faits. Il nous a fourni des documents judiciaires extrêmement précieux, ainsi que des dossiers du FBI contenant des détails sur ceux qui ont participé au complot secret de 2020. L'opération Gideon, visant à renverser le gouvernement du président vénézuélien Nicolás Maduro. Ces documents révèlent des aspects du plan de coup d'État vénézuélien que le public n'avait jamais vu auparavant. Ils incluent des entretiens du FBI avec des participants qui démontrent, ou du moins suggèrent, une connaissance préalable du complot par des associés de Trump, des dirigeants du gouvernement colombien, des agents de la CIA, et des responsables travaillant directement sous la direction du vice-président Mike Pence et de Donald Trump, et ils suggèrent fortement leur soutien à cette opération. Dans cette interview, Goudreau nomme ses responsables et détaille également le soutien potentiel de la CIA au complot. Jordan Goudreau, ancien béret vert et visage de l'opération Gideon, qui a commencé sous le nom d'opération Edgemont. Bienvenue à The Gray Zone. Welcome to the Gray Zone. Merci, Max, j'apprécie cela. Jordan, vous faites actuellement face à des accusations de trafic d'armes portées par le gouvernement américain, découlant de votre implication dans l'opération Gideon, cette tentative de coup d'État très médiatisée au Venezuela, surnommée familièrement la baie des cochonnets. C'était en quelque sorte une opération de mercenaires qui a mal tourné, du moins en apparence. Mais à la suite de votre procès, vous avez eu accès à des documents montrant que des responsables américains, des membres de l'administration Trump et des personnes proches de celle-ci, ainsi que la CIA, étaient au courant de l'opération Edgemont, qui visait à envahir le Venezuela et à arrêter le président du pays, Nicolás Maduro. Au centre de cette histoire se trouve une société appelée Global Governments. J'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est l'opération Edgemont et que vous nous parliez du rôle de Global Governments, qui faisait partie de ce groupe, et quels étaient leurs objectifs. Oui, alors laissez-moi simplement y aller étape par étape. L'opération en elle-même, je n'ai pas, vous savez, il y a beaucoup de médias, d'individus et de mauvais acteurs là-dehors. Quand le récit est sorti, il disait que j'essayais de trouver un moyen de renverser le Venezuela. Ce n'était pas le cas. Keith Schiller est venu me voir. Des gouvernements étrangers sont venus me voir. Je ne savais même pas qu'il existait une initiative pour faire une telle chose. Évidemment, à l'époque, l'administration Trump poussait la CIA à trouver un moyen d'évincer Maduro, mais il traînait les pieds. Il y a un excellent article dans Wired, bien documenté, avec plusieurs officiers de la CIA comme source. Mais en gros, on m'a confié la mission de mener cette opération. Et au final, quand on regarde le tout premier email que j'ai envoyé à l'équipe des gouvernements mondiaux, qui fait partie de la procédure de découverte, et il y a évidemment énormément d'éléments qui en sont ressortis, j'y expliquais déjà que ce ne serait pas une opération sanglante. Il s'agissait essentiellement que les Vénézuéliens reprennent eux-mêmes leur pays. Donc je pense que ma stratégie
et certainement mon intention pour cette opération, était que les Vénézuéliens reprennent le contrôle de leur propre pays, n'est-ce pas? La manière d'y parvenir est subtile. Je comprends. En surface, le récit sera toujours « Eh bien, c'était un coup d'État, ces mercenaires sans scrupules. » Mais ce n'était pas le plan. Ce n'était pas le plan initial, et ça ne l'a jamais été. Évidemment, pour faire quelque chose de ce genre, on appelle cela techniquement un coup d'État militaire. Et donc, on utilise des unités proches du président ou de la direction au Venezuela. À ce moment-là, il y avait 3 dirigeants différents. C'était Maduro, Cabello et Tariq. Vous développez un accès et un positionnement auprès de ces dirigeants qui ont le contrôle des unités de manœuvre ou peuvent leur donner des ordres. Vous vous alignez avec eux par l'intermédiaire d'un atout, qu'il s'agisse d'un général ou de toute autre personne disposant de cet accès. Et ce sont ces individus qui font le gros du travail. Plusieurs facteurs ont rendu cela possible. Bien qu'il m'ait fallu environ 1 an et demi pour obtenir l'accès et le positionnement, la pression exercée sur le régime de Maduro à l'époque était considérable. Il y avait des sanctions, le déploiement d'un groupe de destroyers, comme c'est le cas aujourd'hui, une hégémonie, une quantité énorme de menaces militaires dans les médias et des rébellions populaires, tout cela conçu pour faire pression sur le régime de Maduro. J'ai pu, comme je l'ai dit, avoir accès à ces individus parce qu'ils avaient peur. Je pense que le public doit comprendre qu'il existe un point de bascule lorsqu'il s'agit de faire basculer un pays. Les personnes qui entourent un dirigeant tyrannique ne vont pas vouloir, c'est pas une décision facile pour elles de trahir ce dirigeant, tout simplement parce qu'elles ont des familles. Donc, si le moment est mal choisi et qu'elles restent proches de ce dirigeant tyrannique, et qu'un autre pays intervient et qu'un coup d'État réussit, alors ces individus seront traités tout aussi durement par le nouvel élément que la cible elle-même, ce qui aurait été, évidemment, Maduro, Cabello et Tariq. Et donc, il est vraiment difficile d'obtenir du soutien. Maintenant, évidemment, lorsque Mike Pompeo a fermé l'ambassade à Caracas, il est devenu pratiquement impossible pour la CIA de mener des opérations de renseignement humain significatives. Cela signifie qu'ils auraient fait ce que j'ai fait, obtenir l'accès, le positionnement et la loyauté parmi les généraux de Maduro, Cabello et Tariq, ou peu importe. Ils auraient fait la même chose. Mais le fait que Pompeo ait fermé cette ambassade a rendu la tâche impossible pour la CIA. Je ne le savais pas à l'époque, mais il y avait une guerre civile à la Maison-Blanche. Je veux dire, c'est démontré par toute cette histoire de canular sur la collusion avec la Russie et toutes les preuves qui en sont ressorties. Et puis, il y a eu le sabotage d'Obama contre l'administration Trump, ainsi que, je veux dire, le FBI écoutait le téléphone portable du sénateur Hawley. Oui. Il y avait beaucoup de jeux qui se jouaient à l'époque, des jeux du type Tradecraft à la Maison-Blanche, dont je ne crois pas que l'administration Trump ait eu connaissance. Il n'était pas conscient du niveau de surveillance et, je suppose, du combat auquel il faisait face. Mais c'est assez clair maintenant. Quand j'examine de plus en plus les 302 et quand je regarde les éléments de la découverte, il devient plus évident que c'était bien le cas. Cela prouve simplement ce que je dis depuis la première publication des documents de découverte. Et il y a plusieurs publications de ce type qui arrivent tous les mois environ, espacées, je suppose, pour des raisons de temps et de distance. Cela joue en faveur du gouvernement, mais je pense que c'est un point de vue très lourd à un niveau macro. Est-ce que cela répond à certaines de tes questions, Max? Pas exactement. Je veux dire, je voulais que tu parles de la gouvernance mondiale, ce que c'était, qui y participait et quelle place ils occupaient dans ce complot. Donc peut-être, tu sais, merci pour cette perspective macro, mais c'est un peu le... Ouais. Comme le dirait AOC, c'est le micro par rapport au macro.
Sure. They So see what's let's there. let's drill down in one of Bien the sûr. interested parties. Alors, examinons de plus près l'un des acteurs concernés. Oui, Folks with the FBI. évidemment, il y a les gens des services de renseignement, le FBI, la DEA, puis les membres de l'opposition vénézuélienne. Et ensuite, il y a un élément comme mon équipe qui essayait réellement de faire le travail, engagé et dirigé par l'administration Trump. Et le troisième composant, ce sont les gouvernements étrangers. Ce sont eux qui m'ont engagé. Leur intention ou leur rôle dans tout cela était qu'ils voulaient des contrats commerciaux. Ils cherchaient, je suppose, un moyen de monétiser les retombées d'un Venezuela sans Maduro. Basically, to Fondamentalement, pour exploiter les ressources du Venezuela et obtenir des contrats de construction, des contrats de forage, et ainsi de suite. and so on. Exactement, oui. Le forage, l'exploitation minière. Comme vous le savez, le Venezuela regorge de ressources. Il doit aussi être reconstruit. Efforts humanitaires, choses de ce genre. Donc les gouvernements du monde entier auraient obtenu les contrats pour tout cela. J'ai été impliqué parce que le grand obstacle était que le Venezuela était encore sous le contrôle de Maduro, du régime Maduro. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour le renverser. Right. In order to get that wealth, they D'accord. Pour obtenir cette richesse, ils avaient besoin que vous l'écartiez. Correct. Correct. Très bien. Okay. Et donc, vous avez Rowan Kraft, qui était un conseiller principal auprès des gouvernements mondiaux et un héritier de la fortune de la famille Kraft. Et vous avez Keith Schiller, qui était proche de l'organisation Trump. Je suppose qu'il était le garde du corps de Trump. Quel était son rôle? Qui étaient ces personnages? Who were these figures? Alors, Keith Schiller, c'est drôle qu'on le connaisse comme le garde du corps. En réalité, il était le responsable des opérations de la Maison-Blanche, non? And sorry, Désolé d'interrompre, mais il avait bien une licence de contrôle des exportations d'armes, non? Oui, c'est ça. Exactement. Absolument. Donc, il était responsable des opérations de la Maison-Blanche, je crois, jusqu'en 2018 environ. Et ce poste est un titre assez important. Keith Schiller pouvait en gros entrer et sortir de la Maison-Blanche quand il le voulait. C'était une figure très respectée au sein de l'administration Trump. Il m'a approché, il avait entendu parler de certains autres travaux que j'avais réalisés, peut-être par l'intermédiaire d'une connaissance commune, et il m'a contacté pour me proposer une rencontre, à laquelle j'ai accepté d'assister. Rowan Kraft, à la tête de la dynastie Kraft, est un homme très bien connecté. Je veux dire, il passait des coups de fil à l'amiral Fallet, qui était le commandant du Southcom. C'était lors de la toute première réunion. Je veux dire, tout cela est mentionné dans la procédure de découverte. Il a passé un appel à Elliot Abrams. Il se trouve que l'un des membres de l'opposition vénézuélienne qui travaillait pour Leopoldo López a eu une réunion avec Elliot Abrams à la Maison-Blanche. Exactement. Ils ont eu plusieurs réunions. Il y avait plusieurs de ces personnes avec lesquelles je traitais sur un ton familier, en élaborant des opérations tactiques et stratégiques des gars de l'opposition vénézuélienne. Ces types semblaient avoir libre accès à la Maison-Blanche. Ils ont réussi à faire retirer certains de leurs compatriotes, comme Christopher Figuera, de la liste des sanctions. Christopher Figuera était le chef du SEBIN. C'était un tortionnaire. Et pourtant, tu sais, il a obtenu un effacement complet de son passé. Je veux dire, Forbes a publié un article sur lui en disant « Voilà un vrai Vénézuélien ». Et tu sais, j'ai parlé à des personnes qui l'avaient torturé. Donc ces types étaient bien introduits auprès de Mike Pompeo, Elliot Abrams, John Bolton, tous ces poids lourds de Washington. Et j'étais en Colombie avec eux, en train d'essayer de comprendre tout ça. Mais ne me laisse pas trop m'enfoncer dans le terrier du lapin, Max. Well, let's drill this down. So, Eh bien, allons un peu plus en profondeur. Donc Nestor Science, c'est quelqu'un dont le nom apparaît dans les documents de découverte que j'ai examinés.
Quel rôle a-t-il joué dans tout cela? Parce que je crois que c'est lui qui vous a présenté à des gouvernements étrangers et qui a promis de vous mettre en contact avec Elliot Abrams et John Bolton, qui étaient à la Maison-Blanche à l'époque, à propos du complot. In the White House about the plot. Nestor put me in touch with Ouais, donc Nestor m'a mis en contact avec des gouvernements du monde entier. Il était présent lors de la toute première réunion avec George Betancourt. C'est lui, tu vois? Obviously, he's the guy, Jorge Betancourt was Georges Betancourt était un Vénézuélien, en quelque sorte un militant de l'opposition expatrié, n'est-ce pas? Et il disait avoir des contacts à la CIA. he had contacts in the CIA. Yeah, so he was meeting frequently with the CIA. Oui, donc il rencontrait fréquemment la CIA. Il rencontrait les services de renseignement colombiens, le DNI colombien, et il en parlait librement. Il était donc un atout pour ces agences de renseignement. Il était présent lors de la toute première réunion en Colombie, ou je crois que c'était à Miami, tout comme Global Governments, qui servait essentiellement d'émissaire pour l'administration Trump afin de lancer toute cette affaire. Donc tu avais cette configuration. Tu avais ces deux entités, n'est-ce pas? Tu avais la communauté du renseignement et tu avais les gars de Global Governments. Et puis, tu avais mon équipe au milieu. You had the global governments guys, and then you had my team in the middle. So, And so your Donc, team was ton équipe était en gros la force d'exécution. Vous alliez enfoncer les portes et faire le travail. get it done. And Je veux dire, peut-être au sens métaphorique, mais je ne suis pas intéressé par une invasion. Ça, ce serait Eric Prince. J'avais vu son prospectus et ce qu'il essayait de vendre à ce moment-là, et c'était une invasion. Je n'ai pas... I didn't. Eric Prince from Eric Prince de Blackwater, qui est très proche de Trump Incorporated, préparait un prospectus et essayait de lever des fonds pour une invasion armée du Venezuela. Et tu l'as vu, n'est-ce pas? Right, and so, yeah, and I think that Oui. Donc je pense qu'environ la moitié de ma formation en opérations spéciales concerne le renseignement humain, franchement. Nous l'apprenons très tôt. Nous apprenons à travailler avec, par et à travers les gens sur le terrain. Donc je ne suis pas intéressé par l'idée d'en découdre avec les réguliers vénézuéliens, d'accord? Sinon, ça va un peu à l'encontre du but. L'idée est d'utiliser des unités vénézuéliennes pour encercler et capturer Maduro. Tarek et Diosdado, Tarek El Aissami, Diosdado Cabello et Nicolás Maduro. Exactement, il faut Caracas. Je veux dire, si Chavez nous a appris quelque chose avec son premier coup d'État, c'est qu'il faut Caracas. his first coup, it was you need Caracas, and to be perfectly honest, this was a triumvirate. Et pour être tout à fait honnête, c'était un triumvirat. C'était Cabello, Tarek et Maduro, n'est-ce pas? Perfectly clear. I didn't care Et pour être clair, je me fichais que quelqu'un soit capturé. these guys out. Je voulais simplement que ces types partent. Je voulais faire entrer mes gars afin de pouvoir instaurer des élections libres et équitables. En attendant, il y aurait eu une junte avec, vous savez, Guaido et quelques autres, juste pour organiser ces élections libres et équitables. Et c'était en quelque sorte l'intent, personnellement, de Brain. Was the intent that I personally had going forward. and so Donc, vous êtes en train de me dire que John Bolton et Elliot Abrams étaient au courant de l'opération Edgemont, votre complot qui est ensuite devenu l'opération Gideon, et qu'ils y ont participé d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, pouvez-vous être aussi clair que possible à ce sujet, et jusqu'à quel niveau cela est allé? can you be as clear as possible about that and how high this went? Yeah, so I think it's pretty obvious that Oui. Donc je pense qu'il est assez évident qu'Elliot Abrams a été contacté par Rowan Kraft. he was also Il avait également des réunions avec la direction stratégique de l'opposition vénézuélienne, George Betancourt, je suppose. Pour être honnête, on trouve son nom nulle part dans les médias. Il est bien protégé. Cela dit, je l'ai lu. Et à cause de cela, le conseiller à la sécurité nationale sait parfaitement que cela se passe. Et puis, évidemment, il y a Mark Esper, qui fait Alice down a record. happening. And then you have obviously Mark Esper, who alludes to this in his book. He alludes to a meeting between Claver Cardone Il fait allusion à une réunion avec Claiborne Cardenas,
qui, encore une fois, a rencontré George Betancourt. Donc, lorsque ces conseillers de haut niveau en matière de sécurité nationale rencontrent des délégations d'autres pays et que ces délégations me parlent, ainsi qu'au cercle rapproché de Trump, de la libération ou du renversement, peu importe comment on veut l'appeler, du Venezuela, à ce moment-là, il est impossible de nier que cela se passait au plus haut niveau du gouvernement et qu'il existait des divergences d'opinion sur la manière dont l'opération devait être menée. And you mentioned Leopoldo Lopez as well. Et vous avez également mentionné Leopoldo López. Il est en quelque sorte le parrain de l'aile putschiste de l'opposition vénézuélienne, celle qui veut organiser un coup d'État militaire. Il avait d'ailleurs déjà participé à un coup auparavant. Il est fortement soutenu par le gouvernement espagnol et par le gouvernement américain. Et vous avez dit qu'il avait lui aussi connaissance de ce plan. And you said that he had some knowledge of this plan as well. Absolument. Donc son homme, c'est George Betancourt. Son autre homme, c'est Lester Toledo. Et ces types étaient liés, vous savez, aux services de renseignement américains et colombiens. De plus, ils étaient associés au Rendon Group, à ne pas confondre avec J.J. Rendon, mais je crois que c'est ainsi qu'ils l'appellent. Oui, John Rendon, c'est bien ça. Oui, TRG, le Rendon Group. Et ces types menaient ou aidaient à faciliter des attaques contre les infrastructures au Venezuela depuis, je ne sais pas, une dizaine d'années environ. Et évidemment, comme tu le sais, ce sont tous des projets TSSCI que la CIA supervise par l'intermédiaire de ces entreprises privées. Chaque fois que tu vois les lumières s'éteindre au Venezuela, il y avait, je crois, un grand réacteur nucléaire qui était, c'était le Lee. C'était un barrage hydroélectrique qui est tombé en panne, je crois, en 2019, et qui a provoqué des coupures de courant dans tout Caracas. Mais il y avait autre chose, Max. Il y a eu une grosse attaque et elle a tué beaucoup de Vénézuéliens. Bref, oui, c'est, à propos de, je ne sais pas si c'était à Maracaibo, je me trompe peut-être, mais c'était une raffinerie qui a été attaquée. Oui, c'est exact. Des dizaines de, je ne connais pas le nombre de Vénézuéliens tués, mais cette attaque a été menée par les services de renseignement américains en collaboration avec des saboteurs de l'opposition vénézuélienne. Donc il y a une longue histoire de coopération entre la CIA et eux. Et j'ai un enregistrement secret avec George Betancourt et Lester Toledo, l'un des types que j'ai dû enregistrer en secret. There's a guy that I had to take a secret recording. They were talking about how they don't trust Donald Trump. Ils parlaient du fait qu'ils ne font pas confiance à Donald Trump et qu'ils ne font confiance qu'à la CIA. Ils ne font confiance qu'à Juan Cruz. Et il est évident où se situent les allégeances de ces individus. Ils ne sont pas alignés avec Trump. Ils sont alignés contre lui. Et je pense que, si je peux avancer un peu, quand on regarde la dynamique avec Maria Corina, comment l'administration Trump peut-elle faire confiance à une partie de la direction de l'opposition au Venezuela? Il y a donc une relation très distante entre ces individus. Donc, je pense que le récit médiatique à propos de tout cela a été, il y a évidemment cet individu qui écrit pour la paix et qui me vise depuis longtemps. Le choix de ces mots est assez prudent. Il parle d'approbation tacite. Il n'y a jamais eu d'approbation tacite. Absolument pas. J'ai reçu pour mission de faire cela. J'ai reçu l'autorisation verbale de le faire de la part de plusieurs personnes qui travaillaient pour le gouvernement. Mais je pense que, lorsqu'on gratte un peu et qu'on simplifie les choses, il y a des camps dans cette affaire. Et ces camps sont très clairs. Ouais. Quand tu de quel côté? Quels sont les côtés? Vous avez une communauté du renseignement qui évidemment, j'ai vu votre reportage l'autre jour. Dans les années 90, le cartel de Los Sols a été mis en place
par la CIA. Ce n'est un secret pour personne. Je veux dire, c'est la vérité. C'est le cartel dont on dit que Nicolás Maduro est à la tête. Mais il est peut-être, en réalité, dissous. Et vous confirmez qu'il a été mis en place par la CIA dans les années 90? Oh, absolument. Ce n'est pas nouveau. Nous le savons depuis un bon moment. Selon les propos de l'ancien directeur de la Drug Enforcement Administration, rapporté à Mike Wallace, cette cargaison de drogue est arrivée ici grâce à ce qu'il a qualifié de trafic de drogue organisé par la CIA en partenariat avec la Garde nationale vénézuélienne. Oui, le cartel de Los Sols est un peu une blague parmi nous, parce que, enfin, ce n'est pas eux qui se sont donné ce nom. Il y a un écusson avec un soleil sur leur uniforme, et je suppose que la DEA ou quelqu'un d'autre les a nommés ainsi à cause de ça. Mais la facilitation du trafic de drogue par la CIA à travers ce groupe est bien documentée. Donc, tu as cet aspect-là, n'est-ce pas? Tu as une agence de renseignement qui, franchement, résiste au changement de présidence. Ils ont leur projet TSSCI en cours et leur capacité à faciliter et à regrouper des ressources issues du trafic de drogue. Et c'est cela qu'ils essaient de protéger. Alors, en quoi cela leur serait-il bénéfique d'éliminer Nicolás Maduro, n'est-ce pas? Franchement, pas du tout. On peut dire, tu sais, eh bien la doctrine Monroe, il faut maintenir un espace blanc au Venezuela et dans les zones environnantes des Caraïbes pour que la Russie ou la Chine ne puissent pas y établir une position stratégique. Mais l'autre face de la médaille, et c'est évidemment ce qu'était l'administration Trump, c'est l'une des raisons pour lesquelles il faisait pression sur le régime Maduro à l'époque, ou du moins pensait qu'il devait le faire. Il devrait appeler ça la doctrine Maduro. Je sais qu'il s'appuie en grande partie sur l'idée que le Venezuela est un narco-État. Mais c'est là toute l'ironie, non? Je veux dire, d'accord, le Venezuela est un narco-État, mais son partenaire, c'est la CIA. Je veux dire, je ne sais pas trop comment concilier cela, tu vois. Oui, d'après ce que je comprends, c'est plutôt un État pétrolier et il ne serait responsable que d'une fraction des exportations de cocaïne vers les États-Unis. Mais il semble que, et cela me paraît, je pense, secondaire à notre discussion, où nous pourrons en parler plus tard, juste pour situer le contexte, il semble être une cible en raison de sa richesse pétrolière et de son gouvernement socialiste et nationaliste axé sur les ressources, visé sous couvert d'une guerre contre la drogue. Il y a un responsable qui participe à la mise en cause du Venezuela depuis des années, qui travaillait au département d'État, mais semble porter une autre casquette, peut-être une casquette de Langley, et il s'appelle Juan Cruz. Son nom est apparu dans les documents de découverte liés à ton affaire. Peux-tu nous parler de Juan Cruz, qui il est, et comment il s'inscrit dans cette histoire? Oui, donc Juan Cruz était l'interlocuteur privilégié de George Betancourt et de Lester Toledo. D'après ce que je sais, c'était leur homme. En quelque sorte, le visage de l'agence de renseignement pour ces deux-là, ce qui faisait de lui, en gros, leur agent de liaison. Il le mentionnait nommément. Et il a eu des propos étranges à mon sujet lorsqu'il a été interrogé après coup, une fois que tout cela s'est produit. Il constitue donc l'un des éléments de preuve d'une implication ou d'un sabotage des services de renseignement américains. Vous dites que Juan Cruz agissait sous couverture du département d'État en tant qu'agent de la CIA pour ces deux figures de l'opposition vénézuélienne qui tentaient d'orchestrer une opération privée de changement de régime, George Betancourt et Lester Toledo. C'est bien cela? Je ne sais pas quelle était sa fonction exacte au sein de l'agence, mais il n'est pas impossible qu'il ait été un NOC ou une autre forme d'agent. Évidemment, Juan Cruz, oui, il est dans le milieu depuis un certain temps. Il a des relations très solides. He has deep connections.
Indeed. So Lester En effet. Donc, Lester Toledo vous a présenté à ce général vénézuélien un personnage très louche et controversé. Toledo et Bettencourt ne l'aimaient pas. Il s'appelle Cliver Alcala, c'est bien cela? C'est exact. Et vous avez fini par travailler avec lui dans la jungle en Colombie pour préparer l'invasion ou l'intervention au Venezuela avec Alcala et ses hommes, qui, vous savez, se rebellaient contre l'armée vénézuélienne. Rebelling against the Venezuelan military. Right. So this general was trusted. Oui, ce général bénéficiait de la confiance d'une grande partie du haut commandement au Venezuela. Juan Guaido, lui, pas du tout. C'est pourquoi la rébellion populaire a échoué lamentablement. Elle n'avait pas le soutien de l'armée. Oui, Juan Guaido avait le soutien de la CIA. Et ils aidaient pour cette petite affaire du 19 avril. Mais ils n'avaient pas le soutien de l'armée. En conséquence, cela allait complètement à l'encontre de ce que j'avais mis en place, et cela a échoué. La différence avec mon opération, c'est que j'avais essentiellement l'accès et l'implantation, et que je disposais d'atouts qui faisaient confiance au général. Il tolérait le fait que je travaille avec Guaido, mais il ne faisait pas confiance à Guaido. En revanche, il faisait confiance au général Alcala. They did, however, trust General Alcala. General Alcala was a strong opponent. Le général Alcala était un farouche opposant à Nicolás Maduro. Un passé trouble, certes. Cela dit, j'ai eu l'occasion de le tester sur le terrain pendant environ 1 an et il n'a montré aucun signe de tromperie. Il ne m'a jamais menti. Sa partie de l'opération était vraiment... Eh bien, c'est là toute la nuance quand on monte une opération de ce genre. Je n'ai pas besoin que tout le monde s'entende parfaitement. Ça oui, mais j'ai besoin que certaines pièces ne s'attaquent pas entre elles. Et dans ce cas précis, lorsque les États-Unis ont arrêté le général Alcala, vous pouvez imaginer les répercussions à Caracas sur mes agents de confiance. L'homme en qui ils avaient confiance était désormais arrêté par les États-Unis. Was now getting taken by the United States, and there were a lot of questions they had in their minds. It made them fearful. Et il y avait beaucoup de questions qu'ils se posaient. Cela les rendait craintifs. Tu te souviens tout à l'heure, quand j'ai parlé du fait que les gens proches de Maduro avaient peur? Je veux dire, tu sais, à l'époque, nous bombardions des généraux iraniens, nous brandissions nos armes. Mais eux, ils avaient peur. Peur de ce qui se passerait si Maduro quittait le pouvoir. Il voulait être du bon côté des choses. Toute personne dans cette position, dans l'entourage de quelqu'un qui est une cible, veut être du bon côté quand quelque chose se produit. Si quelque chose se produit, et si ce n'est pas le cas, ils doivent quand même conserver la loyauté de la personne visée, en l'occurrence Maduro. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, tu travaillais avec Alcala. En Colombie, à une époque où le pays avait un gouvernement très pro-américain qui collaborait avec toutes les agences des États-Unis, le Pentagone, la CIA, la DIA, tout cela, sous Iván Duque, le gouvernement colombien, ou du moins le président, est aujourd'hui un homme de gauche, Gustavo Petro. Mais à cette époque, la Colombie servait en quelque sorte de base d'opération contre le Venezuela. J'ai interviewé Nicolás Maduro. Il m'a dit que le gouvernement colombien était fortement impliqué dans un complot avec John Bolton visant à attenter à sa vie, l'attaque au drone. Alors, quel type de contact aviez-vous avec le gouvernement colombien et quel rôle ont-ils joué dans l'opération Gideon? J'ai eu un appel téléphonique qui a été arrangé par Lester Toledo. Iván Duque avait essentiellement promis de soutenir cette opération. Comme des camps, la liberté de mouvement, la possibilité de franchir les frontières, ce genre de choses. La condition, c'était que nous devions attaquer l'ELN, n'est-ce pas? Et c'était une demande très étrange pour moi, une grosse condition. C'était bizarre, j'étais là. Je ne sais pas si je n'allais vraiment pas le faire, je ne le ferai jamais. C'était un peu ridicule. Bref, Iván Duque, oui, je suis passé sur W Radio, et j'ai dit sur W Radio, et Iván Duque a appelé W Radio. Iván Duque called into W Radio. W Radio is
probably the largest radio station. W Radio est probablement la plus grande station de radio de toute l'Amérique latine. C'est, vous savez, des dizaines de millions, pardon, des centaines de millions d'auditeurs. We're taping. Oui. I say this, and Et je suis à Miami, on enregistre, et je dis cela, et Ivan Duke appelle le studio. Il dit, je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré Lester Toledo. Je n'ai jamais rencontré aucune de ces personnes. Je ne connais pas cette personne, je ne connais pas cette autre. Et j'ai aussitôt montré des photos d'Ivan Duque avec Lester Toledo. Mais simplement le fait que le président appelle une station de radio, qu'il se sente aussi concerné, je pense que c'était. strongly about it was, I think that Wait, was. when was this interview? Quand a eu lieu cette interview? I think it was about a year. Oh, je crois que c'était il y a environ un an. Yeah, Ivan D'accord. Duque is now a Oui, Ivan Duke est maintenant un DJ de club à Miami, donc il écoutait probablement à ce moment-là. he's probably listening at the time. Oh yeah. And so here's, I guess, the nuance. Ah oui. Alors, voici, je suppose, la nuance concernant la partie d'Ivan Duque. Ivan Duque était le président, et il est aligné avec Juan Guaido, Leopoldo López, la CIA et évidemment le renseignement colombien. Quand tout a mal tourné, 2 agents du renseignement colombien sont entrés dans l'AOB à Bogota. Ils ont demandé aux compatriotes en uniforme vert, les spécialistes des opérations psychologiques, les Américains en uniforme vert qui travaillaient là, s'ils accepteraient de les aider à mener une opération psychologique contre moi. Ce à quoi les hommes en uniforme vert ont répondu « Non, nous ne faisons pas ça contre des Américains, contre des citoyens américains. » The green suitors said no, we don't do that against American citizens. But one of the Mais, other small pieces. Vous savez, un autre petit élément, enfin, ce n'est pas vraiment un petit élément, c'est le jeu de dupe avec toutes les armes et toutes ces choses. Quand l'individu a été arrêté à un poste de contrôle et qu'il avait, je crois, un coffre plein d'armes, il y avait 2 hommes assis à l'arrière de la voiture. Ces 2 hommes n'ont jamais été identifiés, jamais interrogés. En gros, ils ont laissé le conducteur de la voiture, Hill, et il a fini par mourir dans des circonstances mystérieuses 1 an plus tard. Donc je pense que vous pouvez imaginer comment tout cela s'est terminé. How that shakes out. Wait. Attends, donne-moi le contexte de cet incident. Incident, This was in Colombia. C'était en Colombie. This was one of the first. C'était l'un des premiers actes de sabotage que les services de renseignement colombiens, probablement à la demande des États-Unis, de la CIA ou peut-être de Betancourt, de Toledo, peu importe, ont réellement mené. C'était à l'époque où nous étions dans notre dernier couloir, quand mon opération était imminente, n'est-ce pas? My operations in Alors, cette voiture s'arrête à un poste de contrôle, et 2 hommes, des mâles en âge militaire, selon le rapport, sortent de la voiture. Le coffre est plein d'armes. Ils ne sont pas arrêtés, pas interrogés, pas identifiés. Ils repartent tranquillement. Le conducteur meurt dans des circonstances mystérieuses 1 an plus tard. Donc je veux dire, faites le calcul. So, I mean, the math on that is, Oui, il ne voulait que personne ne parle. Exactement. Donc tu as eu des ennuis avec les gouvernements mondiaux. La coterie d'hommes d'affaires et de consultants qui voulaient lancer une opération de changement de régime afin d'obtenir des contrats et des ressources au Venezuela. En gros, ils ne te payaient pas pendant que tu faisais le travail. Et puis un certain Gigi Rendon entre en scène. C'est en quelque sorte le super consultant des factions latino-américaines pro-américaines, les factions politiques pro-américaines, plutôt de centre-droit, voire de droite. Une personne très bien rémunérée. political factions, very well paid person, and he comes forward with money for the contract. Et il se présente avec l'argent pour le contrat. Le nom de Juan Guaido figure sur ce contrat qui précisait l'objectif de l'opération. Capturer, détenir et destituer Maduro et le régime actuel du pouvoir et installer Juan Guaido à sa place. On vous a proposé une prime de réussite de 10 millions de dollars et le coût total du projet était fixé à exactement 212,9 millions de dollars. Alors, s'agissait-il de la principale source de financement de l'opération Gideon? Et avez-vous jamais reçu l'argent de ces personnes? Oui. Oh, pardon. From No. these figures? Yeah, so
Oh, sorry. Yeah, so Rendon, he essentially Ouais, put a down donc, payment. Rendon There was a essentiellement versé un acompte. Il y avait une avance de 1,5 million de dollars. Cela aurait couvert la première partie de l'opération, qui consistait surtout en une mise en relation. J'avais envoyé un agent pour faire une OPE, préparation opérationnelle de l'environnement, planque, tu vois, camion, ce genre de choses. Et cette opération était distincte de la partie Gideon, d'accord? C'était un peu l'opération dans l'opération. J'avais 3 bateaux prêts à partir pour essayer de, tu sais, faire ça. L'un était un bateau civil, avec différents points de débarquement. Mais, pour y revenir, je ne veux pas trop creuser. C'est un trou assez profond. Donc ouais, quelle était la question initiale déjà, Max? Désolé. Yeah, so give me the initial question again, Max, sorry. Essentiellement, d'où provenait l'argent et quels étaient les rôles de Rendon et de Guaido? Guaido. So the initial price tag for a link-up was Ainsi, le coût initial de la mise en relation aurait été largement couvert par les 1,5 million de dollars. Cela dit, j'avais besoin de savoir si ces personnes étaient sérieuses, car les gouvernements mondiaux, eux, n'avaient pas réussi à faire signer le contrat. Les gouvernements mondiaux restaient impliqués, mais désormais, j'avais le contrat signé, donc ils travaillaient davantage sous mon contrat. Je n'étais pas forcément un grand détenteur de contrat de service, mais je détenais le contrat avec le président en exercice. C'était très intéressant pour Keith Schiller. very interesting for Keith Schiller and all of global governments to include Mike Tous les Pompeo's contacts lawyer, gouvernementaux Travis mondiaux, Lucas, George y compris Soros, l'avocat de Mike Travis Pompeo, Lucas, Travis Lucas, George Sorial, l'avocat de Donald Trump, that I toutes les met, personnes de ce cercle de pouvoir à Washington que j'avais rencontré juste après la signature du contrat. I'm a great L'argent, guy at heart. I'm a enfin, special operations je veux dire, guy. je suis un béret vert dans l'âme. Je suis un homme des opérations spéciales. Je trouverai l'argent. Et je suis un homme d'affaires. Je dois être capable de naviguer à travers les couches tactiques, stratégiques, logistiques et politiques de toute opération de ce genre. And so I put my Alors j'avais des investisseurs, et nous avons pu rassembler ce qu'il fallait pour faire avancer l'opération. piece together what we needed to do in order to move the operation forward. And Avez-vous eu un contact direct avec Guaido ou Rendon? Rendon. I did. Yeah. Yeah, so absolutely. Oui, I had absolument. several meetings with Rendon. J'ai eu plusieurs réunions avec Rendon en Floride. Il insiste sur le fait qu'il y a des éléments dans le contrat. Il dit qu'il est indiqué qu'il pouvait l'annuler à tout moment. Mais le contrat stipule clairement qu'il n'y a pas d'annulation pour convenance. De plus, je n'ai jamais reçu de courriel pour annuler le contrat. J'ai eu un appel Zoom. J'ai même enregistré un appel téléphonique secret avec Juan Guaido. Et pendant cet appel, il y a un avocat qui facilite essentiellement la signature du contrat via Zoom. He facilitates the contract signing over Zoom, and you hear one guy to clearly sign it. Et vous pouvez entendre Juan Guaido signer clairement le contrat avec plusieurs personnes dans la pièce. J'ai donc obtenu le contrat auprès du président en exercice, ou plutôt du président reconnu au Venezuela. At that point, À ce moment-là, je veux dire, quand j'ai pris cela, le lendemain, j'ai eu une réunion avec plusieurs personnes influentes du cercle rapproché, le cercle rapproché de Trump. Après la signature de ce contrat, quelques heures plus tard, j'ai eu cette réunion à l'hôtel Trump. Et ensuite, après quelques autres réunions, ils ont eu une rencontre à la Maison Blanche. and then a few meetings after that, they have a meeting in the White House. So, Wow. Okay, so speaking of the Wow, White House. d'accord. Donc, en parlant de la Maison-Blanche, selon ces documents de découverte, vous avez effectivement eu des contacts avec le bureau du vice-président. Un nom qui revient souvent est celui de Drew Horn, qui était conseiller politique du vice-président Mike Pence. Et puis vous avez mentionné Travis Lucas, qui était avocat pour Pence, et George Sorial, qui était avocat pour la Trump Organization. Oui. D'accord. Alors, comment avez-vous pris contact avec le bureau du vice-président et en quoi consistait ce contact? yeah, so global governments, this is the part that's really fun Oui, to me. donc les gouvernements du monde entier, c'est la partie qui me fait vraiment rire, Max, quand certains journalistes essaient de prétendre que je suggère une approbation tacite.
Les éléments découverts prouvent le contraire. Il y a eu plusieurs réunions entre moi et cet individu. Il est bien connecté à Washington, Horn. Évidemment, si tu regardes où il en est maintenant, il travaille sur un projet avec Keith Schiller au Groenland, via Green Math. Je veux dire, ces personnes sont très proches. Ce n'est un secret pour personne que c'était l'une des premières initiatives lancées par l'administration lorsqu'elle a pris ses fonctions cette fois-ci. Travis Lucas est un avocat de Mike Pompeo, George Sorial, comme tu l'as dit, est l'avocat de Trump chargé de la Trump Foundation. Donc, ces types sont des personnes très fiables dans le cercle. De plus, ils voulaient, enfin, pas eux, mais l'un de ces individus voulait que je rencontre le président, ce que j'ai refusé. Je pensais que c'était « tout président a besoin d'une certaine possibilité de déni ». Il leur faut une certaine distance par rapport à toute opération de ce genre. Cela dit, je n'avais aucun doute dans mon esprit que j'avais bel et bien l'autorisation de le faire, que j'avais reçu le feu vert de 2 individus. Et je suis un soldat, donc vous savez, le général n'a pas besoin de descendre pour nous dire « vous êtes autorisé pour la mission ». Nous voyons des personnes travaillant dans cette entité, et nous y croyons si c'est crédible. Et ces individus étaient crédibles. Je n'avais aucune raison de ne pas croire ce qu'ils disaient. Ils étaient crédibles, et c'étaient des responsables de haut niveau, ou du moins des personnes liées à des responsables de haut niveau dans une fonction officielle. Exactement. Et c'est pas seulement ça. Au milieu de tout cela, j'envoyais plusieurs demandes d'informations par l'intermédiaire de cette personne. Ces demandes atteignaient les plus hauts niveaux, n'est-ce pas? Parce que je posais des questions du genre « J'ai besoin de savoir si Juan Guaido est bien la personne en question. » Tu vois? Il y a eu beaucoup de résistance à ce sujet, et je posais des questions très précises. De plus, cette personne, qui travaillait pour le gouvernement, aidait à faciliter et à obtenir du soutien pour cette opération. Donc tu vois, toute cette affaire me paraît un peu absurde quand je lis les éléments de la procédure. Un autre groupe entre en scène à la fin de 2019, ou je ne sais pas exactement quand, mais il s'appelait Virtual Democracy. Il présentait des projets à Drew Hahn, qui était le conseiller politique de Mike Pence. L'un de ces projets a été envoyé à son adresse e-mail de la Maison-Blanche le 8 décembre 2019, et il exposait essentiellement des idées pour renverser Maduro. Peux-tu en parler? Toppling Maduro. Can you talk about that? Oui, je veux dire, il y en avait plusieurs. Cet individu essayait de trouver des initiatives pour mener cela à bien. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, de qui parlais-tu? Horn. Horn, d'accord. Il était incroyablement enthousiaste que quelqu'un travaille sur ce projet. Évidemment, j'avais été placé dans cette position par des gouvernements mondiaux, mais lui était ravi. Nous avons donc travaillé ensemble pendant plusieurs mois pour essayer de faire avancer les choses. Il a transmis une autorisation au plus haut niveau, indiquant que c'était approuvé. Et tu sais, des choses du genre, peu importe à quel point ce sera sanglant. Une fois que ce sera fait, l'argent affluera. C'est une citation exacte. Donc je pensais que c'était entre de bonnes mains. Ce type, il était lié au Conseil de sécurité nationale. Je ne me méfiais pas de lui. C'était un ancien béret vert. Je n'avais aucune raison de penser qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Et il était bien celui qu'il disait être. Oui. On s'en fiche de la violence. Quand ce sera terminé, l'argent coulera. C'est une citation exacte. C'est écrit quelque part? Non, ce n'est pas écrit. C'est juste quelque chose qu'il t'a dit oralement. Ce qui pour moi, comme je l'ai dit, je ne veux jamais. Pour moi, plus le plan est élégant, plus il est simple, plus il est facile de défendre la partie contre coup, n'est-ce pas?
S'il y a beaucoup de guerres et de conflits, si c'est une invasion, un contre-coup est plus difficile parce qu'on crée beaucoup de ressentiment. Si c'est aussi simple et élégant que les généraux de Maduro qui changent de camp parce qu'ils voient les Américains et que nous sommes une force catalytique, c'est beaucoup plus fluide. Et en plus, ce n'est pas vraiment un coup d'État, c'est juste, vous savez, un pays qui reprend le contrôle de sa propre capacité d'action, qui exerce son propre processus démocratique, je suppose. Voilà, c'est la dimension morale. Désolé, allez-y. The moral implications of. Sorry, go ahead. No, I'm just saying I know that there's a lot of heartache. Non, je dis simplement que je sais qu'il y a beaucoup de souffrance à ce sujet. Et je ne suis certainement pas partisan d'une invasion dans le but d'un changement de régime ou d'une exploitation des ressources. Je pense toutefois que dans le cas du Venezuela, à l'époque, on pouvait avancer un argument, et ayant parlé à beaucoup d'habitants et passé du temps avec certaines personnes, je pense vraiment qu'on pouvait défendre l'idée qu'il y avait une justification à la destitution de Maduro en faveur d'élections libres et équitables. Cela dit, la manière de le faire est tout aussi importante que le fait lui-même, et parfois plus importante que ce qui se passe ensuite. Tu vois ce que je veux dire? Je n'envahirai jamais un pays pour imposer quoi que ce soit. Je pense que c'est une pente glissante. I think that's a slippery slope. Well, this group Virtual Democracy was Eh bien, proposing ce groupe, that Virtual Democracy, proposait cela dans l'email que Drew Horn a reçu sur son compte officiel de la Maison-Blanche. Il demandait la formation de jusqu'à 500 combattants au camp Moyoc, en Caroline du Nord, qui est dirigé par Eric Prince et sa société de mercenaires Academy, anciennement connue sous le nom de Blackwater. Mais ce plan n'a jamais été mis en œuvre. Prince n'a rien en préparation, à votre connaissance. Prince doesn't have anything in the works to your knowledge. Here's what I'll tell you about that. Like when you look at the Voici ce que je vais te dire à ce sujet. Quand on regarde le côté stratégique, tout dans les rapports stratégiques semble vraiment bon, je te le dis tout de suite. Mais quand on descend au niveau tactique, 500 hommes contre, disons, 50 000 soldats qui contrôlent une ville et disposent d'un soutien aérien plutôt correct avec leur Sukhoi, face aux hélicoptères d'Eric Prince, je ne suis pas sûr que cela aurait même éraflé la peinture. Tu vois ce que je veux dire? L'idée que je vais jouer les cow-boys avec quoi? 60 types sur des bateaux de pêche et que je vais réussir à m'exfiltrer à travers, tu sais, 100 000 irréguliers. you know, oh, I don't know, 100,000 regulars. We're going to that's not realistic, right? What is realistic? C'est pas réaliste, n'est-ce pas? Ce qui est réaliste, c'est ce qui était censé se passer. Un débarquement de ces deux bateaux le long de la côte. Des opérations de faible envergure, sans affrontement, avec les réguliers vénézuéliens. Puis mon bateau civil, rejoignant une marina civile, en tenue civile, pour rencontrer des contacts de haut niveau au Venezuela. C'est une opération simple, non? Ce qu'Eric Prince proposait, je n'en vois pas la viabilité. Je ne sais pas si ça aurait pu fonctionner. The viability of that. I don't know that it could have worked. Well, I want to cover that. Eh bien, je veux aborder cela un peu plus tard. Mais d'abord, je voudrais vous interroger sur une autre référence à l'opération Edgemont/Gideon, qui a eu lieu lors d'une réunion entre l'opposition vénézuélienne et le secrétaire à la défense de l'époque, Mark Esper, qui dirigeait le Pentagone pendant une partie du premier mandat de Trump. Dans ses mémoires, Esper a déclaré qu'un des collègues de Guaido lui avait dit, je cite, « Nous avons certains plans dont le gouvernement américain sait que nous travaillons dessus, mais qui ne sont pas encore prêts. » Esper a affirmé avoir quitté la réunion après que ces plans ont été évoqués. Que pensez-vous de cet aveu d'Esper? Cela semble être la reconnaissance la plus haut placée d'une connaissance préalable et d'une possible implication de l'administration Trump. By the Trump administration. Yeah, absolutely. Oui, absolument. I think that Je pense qu'en parcourant les éléments de l'enquête, il est douloureusement évident que la communauté du renseignement était au courant.
Le Conseil de sécurité nationale, tout le monde dans ces cercles le savait. De plus, ma poursuite judiciaire est en réalité une dissimulation. Elle a été lancée par la composante de la sécurité nationale du ministère de la Justice. Cette composante est dirigée par un homme nommé John Eisenberg. Eisenberg a été nommé, au sein de la première administration Trump, comme conseiller à la sécurité nationale par le général Michael Flynn. Il était à la Maison-Blanche à ce moment-là. Keith Schiller était également à la Maison-Blanche. Donc ces deux individus travaillaient ensemble. Là d'où je viens, c'est un conflit d'intérêts, non? Eh bien que John Eisenberg n'ait pas initié cette poursuite, il l'a certainement héritée, et il sait très bien qui je suis. C'est donc intéressant, je ne veux pas m'éloigner du sujet, mais les liens dans cette affaire sont assez inquiétants. Non, c'est inquiétant, et je n'en étais pas au courant auparavant. Donc, John Eisenberg est l'assistant du procureur général des États-Unis pour le Conseil de sécurité nationale. Il a été nommé ou installé à ce poste en juin 2025, et vous dites qu'il supervise votre poursuite. Avant cela, il était avocat adjoint de Donald Trump lui-même, et il a été conseiller juridique du Conseil de sécurité nationale pendant le premier mandat de Trump. Donc il était là? Il était dans la pièce, avec des personnes dont vous dites qu'elles avaient une connaissance directe de votre complot. Et maintenant, il essaie en gros de vous mettre derrière les barreaux pour vous faire taire, n'est-ce pas? On dirait bien. De plus, pour revenir à la réunion avec Mark Esper, Ouais, l'aveu, parce que Claver Cardona était leur conseiller à la sécurité nationale à l'époque. Et maintenant, je crois qu'il était dans la pièce, donc il n'est pas impossible que la personne dont parle Mark Esper soit George Betancourt, car George Betancourt m'avait tenu des propos similaires. Et ce n'est pas tout noir ou tout blanc. George Betancourt, que vous avez décrit comme un agent de la CIA, quelqu'un qui assurait la coordination entre l'opposition et les services de renseignement américains. C'est exact. Très bien. Et donc, vous aviez ces soutiens au sein de gouvernements étrangers au départ, puis Rendon signe un contrat avec vous. Aviez-vous des soutiens potentiels pour le lendemain en cas de succès? Des personnes qui chercheraient à obtenir des ressources et des contrats au Venezuela le lendemain de la chute de Maduro. Oui, absolument. Cela impliquait des gouvernements du monde entier, n'est-ce pas? D'accord. Une fois que cela avance, la tranche d'argent, qui était la promesse de Horn, je pense que tu l'as vu à l'époque, la prime était probablement de 15 millions. Et si je puis dire, cela aurait probablement été versé sur le compte assez rapidement. La grande crainte pour quelqu'un comme moi, c'est que, si tout se passe comme prévu, et que nous ne sommes pas sabotés par les agences de renseignement ou par l'opposition vénézuélienne, Maduro et ses hommes fuient le pays, sont capturés, peu importe. C'est à ce moment d'un coup d'État qu'il faut se défendre contre le contre-coup. J'avais besoin d'hommes sur le terrain. J'avais besoin d'Américains sur le terrain, et cela constituerait la composante sécuritaire. J'avais besoin d'Américains armés, formés à un niveau élevé, niveau opération spéciale, sur le terrain, une soixantaine environ, pour aider à défendre contre le contre-coup. De plus, ces individus auraient travaillé avec, par et à travers les armées locales, les ressources que j'avais décrites précédemment. Mes hommes se seraient intégrés à ces unités et auraient essentiellement contribué à maintenir l'ordre et la loi et à instaurer des élections libres et équitables dans, je ne sais pas, peut-être un an environ, selon les circonstances. Évidemment, une fois l'ordre rétabli et l'aide humanitaire distribuée. D'accord.
De mon point de vue, cela ressemble à un plan farfelu. On dirait qu'il n'avait aucune chance de réussir. Et vous avez décrit une éventuelle opération plus vaste de mercenaires entraînés aux États-Unis, comme quelque chose qui ne ferait même pas une éraflure à l'armée vénézuélienne, qui compte pourtant des soldats réguliers assez bien formés. Caracas est entouré de plusieurs couches de sécurité. Il y a des défenses aériennes, ils disposent d'une force aérienne. Ils sont capables de rivaliser avec l'armée colombienne. Alors, pourquoi pensiez-vous que votre opération réussirait? Pourquoi, selon vos propres mots, avez-vous décidé de jouer les cowboys avec seulement un petit détachement d'hommes? Donc je pense que tu passes à côté, Max. C'est justement ce que je ne faisais pas. Tu comprends? Do you understand? Expliquez. Yeah, okay, so what I'm saying is that would have Ouais, d'accord. yeah, we go in with 60. Donc ce que je dis, c'est que ça aurait été insensé si, ouais, on y était allé avec 60 types. Ce n'est pas possible. C'est le contre-coup, tu comprends? On est dans une autre phase à ce stade. Hypothétiquement, d'accord? Donc, hypothétiquement, si Maduro, si mes unités sont alertées, que je fais la jonction, et que les atouts de haut niveau de Maduro activent les réguliers vénézuéliens. Ces réguliers vénézuéliens s'occupent alors de Maduro, Cabello et Tarek. Ces types sont maintenant hors jeu, mais il y a un élément de chaos, tu vois? Et donc, ce que je dis, c'est que je dois maintenant établir une certaine apparence d'ordre. Now I need to establish some semblance of order. I need to establish a junta. I need J'ai besoin d'établir une junte. J'ai besoin d'un groupe de direction. Des personnes capables de gouverner un pays qui se retrouvent soudainement sans leadership. C'est là que je fais venir 60 Américains, uniquement pour la sécurité. Ils ne combattent personne. Ils se contentent essentiellement de se coordonner avec les réguliers vénézuéliens. Et ils vont travailler par, avec et à travers ces réguliers. L'essentiel du travail difficile est déjà fait. Il n'y a pas de combat. Personne ne se bat contre personne. Ensuite, nous mettons en place cette junte pour instaurer une certaine forme de leadership et des élections libres et équitables. C'est bien ce que tu suis? and fair and free elections. You tracking? Oui, je veux dire, c'est ta théorie du fonctionnement et la façon dont cela se déroulerait idéalement. This is evidenced by, I mean, this. C'est démontré par, eh bien, je veux dire, c'est essentiellement ce qu'ils ont fait en Bolivie, non? Et c'est en grande partie la même idée. Nous sommes simplement là. Nous ne sommes pas là pour gouverner ou faire quoi que ce soit. Nous ne menons pas d'opération militaire. Nous travaillons un peu comme on t'a formé à le faire, n'est-ce pas? Dans n'importe quelle mission, je suppose, de force spéciale pour un béret vert, c'est-à-dire former, conseiller et assister, comme avec les Irakiens, n'est-ce pas? Donc, en Irak, les unités de béret vert travaillent avec, par et à travers les unités irakiennes. Donc, au Venezuela, cela aurait été similaire mais beaucoup plus facile, parce que des généraux ont désormais écarté Maduro, Tarek et Cabello, et une direction temporaire a été mise en place. Et donc maintenant, tu vois, il faut essentiellement survivre à 3 mois de possibles contre-coups d'État. La façon d'y parvenir, c'est de gagner l'expérience de state ou direction temporaire. Under the temporary leadership. D'accord. Et vous arrivez sur des bateaux de pêche. No, these are different. Max, sur un groupe de femmes différent. Alors, comment comptais-tu à discrètement et rejoindre? No, no, this is so. Alors, revenons en arrière. La première partie de l'opération, c'est la mise en relation. Ce sont les 60 personnes dans les bateaux, n'est-ce pas? Ensuite, un petit bateau avec des Américains, le contingent américain avec quelques Vénézuéliens, débarque dans une marina. Et c'est essentiellement une mise en relation. Nous nous connectons avec des atouts au Venezuela qui disposent d'unités de mission et de manœuvre. He was hiding with an influent entity in Maduro. Powerful people who are embedded with Maduro. Est-ce que cela a du sens? Je veux dire, cela n'a pas de sens pour moi, parce que je suis allé plusieurs fois au Venezuela.
Et j'ai en quelque sorte vu une image de la société que je ne pense pas avoir été ou être bien comprise par les États-Unis. Maduro dispose d'une large base de soutien. La guerre pour le Venezuela est essentiellement une guerre de classe. Ce sont les classes moyennes et supérieures qui veulent évincer Maduro. Et ensuite, il y a des masses de gens qui littéralement n'existaient pas sur la carte avant le prédécesseur de Maduro, qui a été élu. Il n'a pas simplement volé le pouvoir, Hugo Chavez. Ils le soutiennent, et l'armée provient en grande partie de cet élément. Elle est soutenue, malgré de lourdes sanctions, et elle soutient la structure plus large de ce qu'ils appellent la révolution bolivarienne, qui a utilisé la richesse pétrolière pour bénéficier à la population et à l'armée. Je veux dire, l'armée avant Chavez était essentiellement une armée néocoloniale. Elle n'était pas vraiment redoutable. Alors pourquoi toi, ou quelqu'un de ton entourage, auriez-vous pensé pouvoir déloger les principaux dirigeants de l'armée, par exemple, le ministre de la Défense, de cette structure de pouvoir? Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Il ne semble pas y avoir de véritable agitation populaire en faveur d'une révolution armée que les Américains viendraient conseiller. Vu de l'extérieur, on avait plutôt l'impression que vous y alliez avec l'idée que toi et un groupe de bérets verts pouviez réellement vous frayer un chemin jusqu'à Caracas. Non, encore une fois, c'était pas ça le plan. Je veux dire, tu as été attrapé par des pêcheurs, donc je reste plutôt silencieux. Je pense qu'il y a beaucoup de confusion et The Men's Tassie, peut-être même un peu de confusion de votre part quant à ce que le plan était réellement. Je parle de la réalité et de la façon dont le plan s'est un peu heurté aux dures réalités de cette même réalité. Je pense que le plan s'est heurté aux dures réalités du sabotage de la CIA. C'est comme si des gens dans des bateaux révélaient vos coordonnées GPS. Voilà la réalité. Les gens au Venezuela, bien sûr. C'est vrai que Maduro bénéficie d'un large soutien. C'est le cas. Cela dit, il y avait des généraux très proches de lui qui n'étaient pas alignés avec lui. N'est-ce pas? C'était manifestement infiltré dès le départ et je le comprends. Mais en même temps, ce n'était pas si difficile à vendre. Vous savez, Maduro était terrifié à l'idée d'être bombardé par les États-Unis. Il observait ces généraux iraniens. Et j'étais bien placé. J'avais accès à ces trois personnes. Et pour être tout à fait honnête, cela aurait très bien fonctionné si nous avions eu notre liaison. Car à l'époque, la conviction autour de Maduro était qu'une invasion américaine ou une forme d'action était imminente. Donc ce n'est pas très compliqué. C'est assez simple. Cela s'est produit plusieurs fois au cours de l'histoire. On obtient l'accès et la position auprès des personnes proches du roi. Et ce sont ces personnes qui font le gros du travail. Qui étaient les généraux? Je vais pas, ces gens ont des familles. On disait que les combattants d'Alcala avaient été infiltrés par les services de renseignement vénézuéliens et que c'est ainsi qu'ils savaient que vous arriviez. Mais vous dites, laissez-moi juste clarifier quelque chose. Vous dites que la CIA a en fait révélé vos coordonnées. C'est exact. Peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Oui, donc il y a eu des échanges entre Lester Toledo et George Betancourt, enfin je suppose, leurs compatriotes dans les camps. Évidemment, ils se tournaient vers DNI, mais il y a eu des conversations entre DNI et les hommes dans les camps. D'accord. Donc Nicolas Maduro, enfin le régime Maduro, n'a en réalité rien eu à faire. Ils avaient qu'à faire en sorte que leur garde-côte soit au bon endroit au bon moment. Ce n'est pas le régime Maduro qui nous a infiltrés. C'était la communauté du renseignement de l'opposition vénézuélienne en lien avec la CIA. Oui. D'accord. Et pourquoi voulait-il te trahir?
parce qu'ils n'aimaient pas Alcala et qu'ils voulaient être ceux qui dirigeraient l'opération plus tard. Je pense que peut-être, à un niveau tactique, c'était le cas pour les Vénézuéliens, mais ils recevaient beaucoup d'argent à l'époque grâce à l'USAID. Je veux dire, c'était des milliards. Et c'est d'ailleurs prouvé par le procès en cours avec Juan Guaido dans le Delaware. Donc la CIA avait évidemment d'autres intérêts. Ils ne cherchaient pas à renverser Maduro. Ils étaient plus qu'heureux de traîner les pieds. Ils ne voulaient simplement pas fermer l'ambassade. Mike Pompeo a essentiellement rendu impossible la fermeture de l'ambassade dans le Venezuela de Maduro, ou bien cela a rendu impossible pour la CIA d'opérer depuis Caracas. Ce qui est normalement la manière dont ce genre de choses se fait. Ils auraient fait exactement la même chose que moi. Si la CIA avait voulu retourner le pays, ils auraient fait exactement ce que j'ai fait. Ils se seraient rapprochés des généraux autour de Maduro, Cabello, Tarek. Tu comprends? Je veux dire, d'après ce que j'ai compris, ils ont essayé de le faire. De nombreux responsables vénézuéliens ont déclaré qu'on leur avait proposé beaucoup d'argent pour changer de camp. J'ai interviewé l'un d'eux qui m'a dit que sa famille était pratiquement victime de chantage pour le pousser à se retourner. Certains généraux vénézuéliens ont effectivement changé de camp. Donc cela se passait déjà. Mais vous dites que qu'est-ce qui manquait au plan de la CIA? Ou bien n'ont-ils pas réellement cherché à provoquer un changement de régime à ce moment-là? Ils n'ont absolument pas cherché à provoquer un changement de régime. Je veux dire, c'est évident puisque l'ambassade a été fermée. Et comme ils ne cherchaient pas à renverser le régime, pourquoi? Sinon, le président ou son cercle rapproché serait-il venu me voir? Donc ce que je vous dis, c'est que le plan que j'ai proposé, en réalité je ne l'ai pas vraiment inventé. Il a une longue histoire d'utilisation au cours des, disons, dernières décennies. C'est assez simple. On s'approche des personnes proches du roi et on les laisse faire le travail. C'est leur pays. Cela dit, la CIA n'a jamais été intéressée par un changement de régime. Et si vous regardez ce qui se passe actuellement dans les médias, je ne suis pas sûr qu'il le soit aujourd'hui non plus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui les motive au plus haut niveau? Eh bien, ils ont évidemment une sorte d'appareil, que ce soit le trafic de drogue ou autre chose. Il y a une raison pour laquelle ils ne veulent pas faciliter un changement au Venezuela, à moins qu'ils ne soient désormais, d'une manière ou d'une autre, alignés sur l'administration Trump, ce que je ne comprends pas vraiment. Eh bien, il y a eu des factions rivales. On peut le voir dans le conflit entre Rick Grenell, qui veut négocier avec le Venezuela, et conclure des accords pétroliers avec les États-Unis. Le New York Times a rapporté que le Venezuela était prêt à abandonner ses contrats avec la Chine et la Russie en échange de meilleures relations avec les États-Unis, et Marco Rubio, représentant le sud de la Floride, qui veut un changement de régime complet et semble utiliser la guerre contre la drogue comme couverture. Il passe de l'attaque de bateaux de pêche, dont beaucoup se dirigent vers Trinité et Tobago, soi-disant chargés de cocaïne, exécutant en somme de manière extrajudiciaire des trafiquants de drogue présumés en haute mer, à la promesse de Donald Trump à Quantico d'attaquer le Venezuela par voie terrestre, soi-disant pour cibler les cartels qu'il qualifie désormais de narcoterroristes. Ils utilisent une sorte de désignation liée au terrorisme. Donc cela marque vraiment une escalade majeure. On dit que Grenell est isolé et que Rubio a essentiellement pris le contrôle de la politique. Et Maria Corina Machado serait censée être l'atout américain qui prendrait le pouvoir après Maduro et accorderait soi-disant démocratie et contrat aux hommes d'affaires liés à Trump, le lendemain même de l'obtention de son prix Nobel de la paix. Qu'en penses-tu? Est-ce que tout cela te semble cohérent? Et cherche-t-il vraiment à installer Maria Corina Machado? J'aimerais simplement connaître ton avis général sur toute cette opération.
I guess I'm just generally seeking your thoughts on it. I think you have, I mean, listen, that briefs really Je well. pense que tu as, écoute, ça se présente vraiment bien. Mais pour être tout à fait honnête, la seule raison pour laquelle mon plan aurait fonctionné, c'est grâce aux relations que j'ai développées près du camp de Maduro, avec Cabrera et Tariq. Si cela n'est pas fait, si ce n'est pas établi, alors ça n'a aucun sens. That is not done. Oui, il n'y a rien d'autre. Then it's invasion. Yeah. It's invasion. There's nothing else. So, Alors, et ensuite, ce serait tout simplement un bain de sang et une autre vague de missions vers le nord. To the north. right, how do you justify that, right? Like, how do you D'accord. justify Et comment justifies-tu ça, hein? Comment justifies-tu qu'un pays en envahisse un autre, bien plus petit et bien plus faible? Même si nous l'avons fait en Irak et en Afghanistan, et nous y sommes aussi allés pour les ressources. Mais, ouf. But And you participated in Et vous avez participé à ces deux guerres, et vous avez ressenti la blessure morale, sans doute, causée par ces guerres. the moral injury, presumably, of those wars. so I think there's Donc je pense que cela a plusieurs mérites. Je suis soldat, n'est-ce pas? Donc, au niveau stratégique et au niveau tactique, je comprends qu'une certaine partie des États-Unis regardera toujours les soldats de haut. Je le comprends tout à fait. Mais au bout du compte, nous sommes vraiment les seuls à défendre ce pays contre quiconque. Et en tant que soldats, nous allons là où on nous envoie, et nous gagnons là où nous combattons. Déprécier un soldat, c'est facile à faire en temps de paix ou quand nous participons à des actions impopulaires. Évidemment, pour l'Irak, nous y sommes restés trop longtemps. En Afghanistan, nous y sommes restés beaucoup trop longtemps. Voilà. In Afghanistan, we were there way too long, right? One of my old units, so Fifth Special Forces. L'une de mes anciennes unités, le groupe des forces spéciales, nous avons remporté la guerre en Afghanistan en 6 semaines. Nous nous sommes alliés à l'Alliance du Nord et avons véritablement décimé l'ennemi. Cela dit, nous sommes ensuite intervenus pour faciliter les affaires et les grands contrats. Mais ce qui reste, ce sont les soldats. Nous devons encore combattre, défendre, rester côte à côte et nous protéger les uns les autres, peu importe à quel point certains Américains nous diabolisent. Je vois le Venezuela sous un angle similaire. Tu m'as dit que tu avais rencontré certains de ces hommes et tout ça, mais moi aussi. L'un des individus que j'ai rencontré a été torturé pendant 2 ans. Un autre, un capitaine, est mort. Another individual I met who was a captain, he was tortured as well for much longer. And so Il a également été torturé, et pendant bien plus longtemps. Alors, quand tu me dis que Nicolas Maduro et le régime sont en quelque sorte les gentils, je dois être honnête avec toi, il n'y a vraiment pas de gentils dans cette histoire. Le régime de Maduro est une dictature très brutale. Le gouvernement d'opposition est tout aussi, sinon plus, brutal. À mon avis, ce sont vraiment les gens que j'essayais d'aider et de défendre lorsque j'ai décidé de me lancer dans cette initiative. La manière dont je l'ai fait, évidemment, c'était en retirant tous les mauvais acteurs de l'équation, Maduro étant l'un d'eux. Mais j'ai aussi dû travailler avec Guaido, et il n'était ni digne de confiance, ni apprécié. Je fais du mieux que je peux, tu vois. I do the best I can, right? And that's what I tried to do with Venezuela. I do not think it was at all. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le Venezuela. Je ne pense pas que c'était une idée farfelue. Je crois que vous comprenez complètement mal l'intention de l'opération. C'est nuancé. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut remettre en question la légitimité de Maria Corina. Je pense que les élections au Venezuela doivent être totalement écartées. Il faut qu'une entité indépendante organise des élections libres et équitables. Et je pense qu'en dehors de toute l'opposition, tous ces partis ont besoin d'une direction plus jeune qui prenne les devants et occupe réellement le devant de la scène, s'il doit y avoir une véritable liberté au Venezuela. You know, freedom in Venezuela. Why do you think Maria Corina? Pourquoi pensez-vous que Maria Corina Machado n'est pas légitime? Est-ce parce qu'elle a été impliquée dans des coups d'État et des activités potentiellement violentes, et qu'elle a eu recours à des moyens antidémocratiques pour renverser le gouvernement?
Ou y a-t-il une autre raison? Correct. No, correct. And I think that when you Exactement. Non, c'est exact. Et je pense que lorsque vous regardez Leopoldo López, Juan Guaidó et tous ces groupes, n'importe quel parti de l'opposition, Capriles, tous, vous savez comment, en tant qu'administration Trump, même si vous parvenez à provoquer un changement de régime, disons que la CIA obtient ce qu'elle a essayé d'obtenir, ce que j'ai obtenu, c'est-à-dire un accès et un positionnement au plus haut niveau, et d'une manière ou d'une autre, forcer Maduro à partir. Très bien. Et ensuite, quel est le vide de pouvoir? Comment comblez-vous ce vide? Parce que je vous le dis, si vous ne le faites pas, et j'avais prévu cela, mais si vous ne comblez pas ce vide de pouvoir, alors il y aura une guerre civile. Il y aura du sang dans les rues. Et c'est ce que je voulais, ce que j'espérais initialement éviter. Je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, ils devraient éradiquer le chavisme, ce qui signifie que des millions de personnes disposant d'une structure sociale organisée devraient être éliminées de la société, probablement de manière assez violente. Et ces gens sont armés. Beaucoup d'entre eux le sont pour leur propre défense. Donc, je ne vois pas comment on pourrait éviter un bain de sang interne ou une vague migratoire massive si l'on procédait à une invasion. Je suis donc entièrement d'accord avec vous sur ce point. Pour conclure, que pouvez-vous nous dire au sujet de votre poursuite et de votre procès à venir? Eh bien, écoute, j'adorerais pouvoir aller jusqu'au procès. Ce serait incroyable. amazing. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe à la place? It is lawfare. I mean, for an administration, that's kind of C'est de la guerre juridique. Je veux dire, tu sais, pour une administration qui est censée... Attends une seconde, Max, ce truc fait des siennes. Désolé, ah voilà, c'est bon. Oui, donc pour une administration qui a fait campagne sur l'idée de combattre la guerre juridique et de s'attaquer à l'instrumentalisation du gouvernement fédéral, on dirait que je suis plutôt fortement pris pour cible. C'est une poursuite politique. C'est assez évident. Comme je l'ai dit, m'aimerait beaucoup aller au procès. Ce serait incroyable si je pouvais rester dehors et élaborer une stratégie avec mes avocats. Mais la réalité, c'est que les procureurs travaillent incroyablement dur pour me renvoyer en prison. Ils veulent me voir derrière les barreaux afin que je n'ai pas accès aux informations classifiées. Il y en a énormément. Évidemment, s'ils m'enfermaient maintenant, je passerais des années et des années à me battre pour obtenir ces informations classifiées, ce qui reviendrait en gros à me forcer à rester en prison. Donc je préfère rester dehors et simplement les obliger à me remettre les informations classifiées, ce qui a pris, je ne sais pas, plus d'1 an, rien que pour obtenir la communication de pièces qui ne sont même pas classifiées. Il y a donc eu une implication évidente du gouvernement ici, et je ne sais pas, montrez vos cartes, je suis prêt à aller au procès. Let's see your cards. I'm ready to go to trial. Eh bien, nous allons certainement faire un suivi avec vous, surtout si vous allez en procès, et parvenez à obtenir des informations classifiées, ce qui confirmerait et corroborerait vraisemblablement bon nombre des affirmations que vous m'avez faites au sujet de l'implication de haut niveau de l'administration Trump et des services de renseignement américains dans ce complot. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter avant que nous terminions? Ouais, je n'ai pas vraiment besoin de t'en parler, Max. C'est dans les pièces de la procédure. Tu peux le lire. Read about it. Eh bien, nous publierons cette découverte sur The Grey Zone et la mettrons en avant ici même. Alors, Jordan Goudreau, ancien béret vert et visage de l'opération Gideon, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur The Grey Zone. Cool, merci Max.